bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, chers invités. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir participer à nouveau à cette conférence. Ça me fait un grand plaisir, madame. Merci pour cet honneur que vous me faites d'être là. Je voudrais très humblement remercier monsieur le ministre de la Santé de la Mauritanie qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Qui vient démontrer une fois encore que nos autorités politico-administratives, sinon que certaines autorités politico-administratives africaines ont à cœur la problématique de la réflexion, la problématique de la recherche et souhaitent vivement que les situations actuelles de notre continent puissent, avec le temps, s'améliorer, puissent trouver un certain nombre de lendemains meilleurs. Nous avons eu ce privilège de voir l'Institut Mandela, qui n'est plus à présenter, l'Institut Mandela qui est dirigé par le Dr Paul Kananura, qui depuis plus d'une décennie anime beaucoup d'initiatives de recherche, de conférences nationales et internationales pour pouvoir permettre aux Africains et au continent ainsi qu'à nos autorités politico-administratives de mieux gouverner notre continent et au peuple de pouvoir jouir pleinement des ressources de notre continent. L'Institut Mandela a initié depuis plus d'une décennie, comme je le disais, cette initiative de regrouper les fils et les filles africaines, de regrouper les talents du continent, de regrouper les amis du continent africain à pouvoir vraiment se serrer les coudes, comme on le dit, à pouvoir se serrer, se donner la main d'association pour que notre continent, pour que les fils et les filles de notre continent puissent jouir des richesses dont dispose le continent africain. Donc, c'est suite à cela que depuis un moment, en partenariat avec l'école doctorale GAMO, gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient de l'université Mohamed V de Rabat, dirigée par le professeur Arakat, qui nous fait également l'honneur d'être là et qui fait également beaucoup pour notre continent, pour notre jeunesse, et particulièrement dans le domaine éducatif et dans d'autres domaines. Et le laboratoire de recherche et d'action diplomatique qui a vu le jour dans le but, dans la même vision que l'Institut Mandela et également l'école doctorale GAMO ont eu à cœur, à l'initiative bien sûr de l'Institut Mandela, d'animer ces vidéoconférences panafricaines. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est repenser le système africain de santé et d'approvisionnement des médicaments. Nous ne sommes pas sans savoir que depuis nos indépendances, l'Afrique n'a jusqu'à ce jour pas réussi à maîtriser ce secteur vital. On dit souvent que l'être humain a 3 ou 4 besoins primordiaux, besoins vitaux, que sont se nourrir, se loger, se vêtir et se soigner. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du continent africain, nous avons de sérieuses difficultés à avoir des systèmes de santé ou un système de santé généralisé efficace qui répond convenablement aux besoins des populations et qui arrive à gérer convenablement les pandémies, non seulement au niveau de la santé, mais également au niveau de la pharmacie, au niveau des médicaments. L'Afrique a du mal à s'approvisionner en médicaments, en ressources pharmaceutiques, et dans certains pays, cela crée même des morts parce que ces pays n'arrivent pas à donner aux populations les remèdes, les médicaments dont ils ont besoin pour pouvoir, un temps soit peu, améliorer leur situation sanitaire. Et nous avons néanmoins quelques pays qui se sont démarqués ces dernières années. Nous avons le Maroc, nous avons l'Algérie et quelques-uns au bout du doigt qui se sont démarqués depuis quelques années et qui travaillent sérieusement à améliorer leur système de santé, qui travaillent à donner une meilleure situation sanitaire à leur population.
Au-delà de ça, il faut dire qu'au niveau continental, au niveau de nos organisations internationales, de nos organisations sous-régionales, il y a des problèmes de leadership qui se posent, il y a des problèmes de lobbying qui empêchent, de lobbying interne, si nous pouvons dire africain ou étranger, qui empêchent ces organisations continentales, ces organisations sous-régionales ou ces institutions, cette institution internationale qu'est l'Union africaine, de pouvoir travailler à remédier à toutes ces situations. Nous avons aujourd'hui l'insigne honneur d'avoir avec nous, comme je le disais, Monsieur le ministre de la Santé de la Mauritanie, ce qui vient traduire, à n'en point douter, la volonté du gouvernement mauritanien d'améliorer son système sanitaire et d'influencer, pourquoi pas, au niveau sous-régional et au niveau continental, un certain nombre de décisions. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. La conférence de ce jour sera animée par le docteur Nyamou, qui n'est plus à présenter, qui est président d'une grande structure et qui travaille comme consultant international aussi bien pour la BAD, pour l'Union africaine que pour d'autres organisations internationales. Nous avons le privilège d'avoir le docteur Nadib Kettani, qui est un expert en stratégie de développement, qui est président de OMA Maroc Africa Culture et également qui est un pharmacien à la base. Nous avons également le privilège d'avoir le docteur Fodé Abbas Sissé, qui est maître de conférence agrégé de neurologie, directeur du DES de neurologie à la FST de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui est avec nous. Ce sont les trois personnalités qui vont animer notre vidéoconférence de ce jour. Et nous avons le privilège d'avoir pour modérateur le professeur Arakat, qui n'est plus à présenter, qui sera le modérateur de notre vidéoconférence panafricaine. Et nous avons également deux personnalités parmi nous qui seront les modérateurs, le docteur Bakary Toumanion, qui est directeur général de l'école des hautes études en santé publique du Mali, et également le Paul Kananoua, qui est plus à présenter. Notre cérémonie, notre événement de ce jour va se dérouler ainsi qui suit. Nous aurons dans un premier temps l'allocution de Monsieur le ministre de la Santé qui, parmi nous, aujourd'hui représente nos autorités politico-administratives, qui va nous faire l'honneur de s'adresser à nous. Suite à cela, nous donnerons la parole au docteur Nadib Kettani, qui est également avec nous. Et après, les deux autres animateurs feront leur présentation. Suite à cela, nous passerons à la phase d'échange, à la phase de questions et de réponses. Merci encore à chacun et à chacune d'être là. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais de ce pas inviter très respectueusement Monsieur le ministre de la Santé de la Mauritanie, qui nous a fait l'honneur d'être là, de faire son allocution. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation qui honore mon pays, la Mauritanie, et qui me permet d'aborder devant ce parterre de références africaines et internationales un thème aussi important, aussi complexe, mais aussi vaste que repenser le système africain de santé et d'approvisionnement des médicaments. Permettez-moi d'abord de dire que l'élection du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en juillet 2019, a créé de fortes attentes suite à un programme électoral fortement centré sur les secteurs sociaux, en particulier la santé et l'éducation, au vu du degré d'inéquité et d'exclusion qui prévalait durant les 20 à 30 dernières années. Dès sa mise en place, le gouvernement s'est attelé à honorer les engagements électoraux à travers, pour la santé, une vision stratégique de développement holistique du système de santé. Ainsi, d'importantes réformes furent engagées en vue d'un accès géographique et financier de tous les Mauritaniens à des prestations de santé de qualité. Ce qui voulait dire, entre autres réformes, de développer à court terme et à moyen terme aussi une ressource humaine adaptée aux besoins du pays, de rendre disponibles des médicaments et consommables de qualité jusqu'au niveau rural, de revoir la carte sanitaire pour couvrir les poches d'exclusion, de mettre à échelle l'assurance maladie encore limitée aux employés de l'État et du secteur formel. Il faut noter que ça représente moins de 20% de la population,
et d'engager un développement harmonieux du système de santé, en particulier les systèmes de soins hospitaliers et de prise en charge des urgences, avec un accent particulier sur la sécurité routière. Nous sommes dans un pays vaste, avec une faible densité de la population et un réseau routier limité et peu sécurisé, ce qui expose à quasiment une épidémie d'accidents de la voie publique. Cependant, 6 mois à peine après la mise en place du gouvernement et pendant que les principaux chantiers de réforme sont en cours de consolidation, s'est déclenchée la pandémie de Covid-19 dans un contexte de fragilité socio-économique globale, avec en particulier un système de santé faible dans ses capacités humaines et matérielles, inaccessible pour les franges les plus pauvres de la population, désorganisé dans sa régulation publique et privée et ne pouvant résister aux chocs extérieurs de quelque nature que ce soit. Devant l'apparition de cette pandémie de Covid-19, la Mauritanie dans sa globalité, gouvernement et population, a fait preuve d'imagination et de courage pour affronter une telle crise sans précédent par son ampleur mondiale, privant des appuis extérieurs, les grands pays donateurs étant occupés chez eux, par sa rapidité d'expansion devenue mondiale en moins de 4 mois, par ses conséquences collatérales bloquant en bonne partie la production et les trafics mondiaux, et touchant en particulier les personnes les plus chères en Afrique, les personnes âgées. Celles-là sont très importantes pour l'Afrique et ce sont elles qui sont touchées. Ainsi, le dispositif de riposte mis en place au plus haut niveau, piloté directement par le chef du gouvernement, M. le Premier ministre, était structuré autour de 4 commissions interministérielles impliquant tous les départements ministériels, mais dont la première commission s'appelait Santé et Sécurité, ce qui mettait déjà en exergue la nouvelle vision de sécurité sanitaire ayant permis de mieux orienter les premières décisions de veille sanitaire sous-régionale et internationale, de fermeture précoce des frontières et des lieux de regroupement avant l'apparition des cas même, et de détection précoce et de gestion efficace de tous les contacts en confinement strict. Et pour la première fois de l'histoire du pays, les décisions stratégiques nationales étaient prises en concertation directe avec le secteur de la santé en vue de prendre en compte systématiquement la dimension de santé devenue incontournable. Ce qui a permis au pays, et probablement l'un des rares pays par le monde, de détecter 9 cas importés au cours du mois de mars 2020, mais sans aucune contamination autochtone, et à connaître une période sans cas durant avril et la première quinzaine de mai. On a une première épidémie aussi importée, arrêtée, on a repris 45 jours plus tard. Parallèlement, la notion d'une seule santé fut une réalité avec ses dimensions sociales et économiques, avec le développement de programmes ciblés d'aide sociale visant à réduire l'impact de la crise sanitaire et des mesures prises ciblant les franges les plus fragiles, mais aussi en amenant certains secteurs, en particulier la sécurité intérieure, le développement rural et l'environnement, à mettre en place des structures conjointes de veille et de riposte. Revenant au système de santé, il faut ici signaler qu'au déclenchement de la pandémie, le pays ne disposait par exemple que de 38 lits de réanimation et de 4 appareils respirateurs. Je dis bien 4, ce n'est pas une erreur, c'est 4 appareils respirateurs. La rapidité avec laquelle le gouvernement a mobilisé des ressources nationales pour l'acquisition d'équipements et de médicaments et pour les actions sociales a été sans précédent dans l'histoire du pays, avec l'adoption d'un plan d'urgence et la mise en place d'un fonds spécial qui a, par ailleurs, bénéficié d'un élan de solidarité nationale. Malgré des processus d'acquisition exceptionnellement écourtés, le pays n'a pu mettre à profit ce décalage de déclenchement de la pandémie pour renforcer le système de santé à cause de 2 contraintes principales. La première, le manque de disponibilité au niveau international. Le pays ne produisant absolument aucun besoin national de santé à part la ressource humaine, chaque pays se refermant sur lui-même devant un avenir incertain et une psychose internationale. La deuxième contrainte, la perturbation du transport international, en particulier aérien, plus adapté à une acquisition en urgence des équipements et des consommables. Je vous épargnerai ici les multiples actions d'adaptation menées à tous les niveaux et qui ont permis au pays de ne pas connaître une létalité plus élevée que la moyenne internationale et d'éviter des ruptures en médicaments et consommables essentiels. Cette situation est venue renforcer l'idée d'un besoin pressant de repenser le système de santé dans sa globalité et d'engager la réflexion autour d'une certaine autosuffisance en médicaments les plus essentiels. Concernant les médicaments, pilier essentiel du système de santé, je voudrais signaler que la réforme de ce sous-secteur pharmaceutique a été engagée dès octobre 2019, juste 2 mois après la mise en place du gouvernement, au vu de son importance et des risques encourus par la population à cause de la circulation de produits dont une part non négligeable
étaient difficilement traçables avec un risque élevé de faux médicaments. Cette réforme s'est engagée dans 4 directions, dont 2 à court terme. L'organisation des acteurs privés intervenant dans le sous-secteur afin de disposer de réelles entreprises d'importation et de distribution et de structures pharmaceutiques privées de dispensation. La deuxième, la régulation du système national d'approvisionnement afin de garantir la disponibilité de médicaments et consommables de qualité et facilement traçables. Les 2 autres actions à moyen et long terme concernaient la production nationale de médicaments et consommables les plus essentiels, devenus encore plus indispensables avec l'expérience vécue avec Covid, et la promotion de la pharmacopée traditionnelle dans les domaines où sa preuve sera garantie. Mesdames, Messieurs, il faut signaler que réguler les sous-secteurs pharmaceutiques oblige à s'attaquer à des intérêts individuels et collectifs qui nécessitent un robuste engagement politique, qui chez nous a été clairement affirmé par son Excellence le Président de la République quand il disait au moment de son programme électoral, et je le cite, « Je mènerai une lutte sans merci contre les faux médicaments et je renforcerai nos capacités de contrôle des médicaments. » Fin de citation. En conclusion, et je ne voudrais pas être long, et en guise de leçon apprise des 20 mois de gouvernement, dont 14 mois de gestion de la pandémie Covid, je retiendrai particulièrement que l'humanité a besoin de considérer la santé comme un bien mondial et développer des stratégies internationales, régionales et sous-régionales complémentaires si elle veut limiter les impacts humains, matériels et financiers des crises du type Covid qui risquent malheureusement de se répéter. Que la région africaine doit plus particulièrement développer ses propres stratégies partant de ses propres priorités et non celles édictées de l'extérieur, partant de son capital humain et environnemental important, partant des opportunités qui s'offrent à elle, ainsi que sa position géostratégique dans le monde. Que chaque pays africain devra, dans le court terme, tirer les leçons de ses faiblesses, mais aussi de ses forces dans la riposte à la pandémie et d'engager les réformes nécessaires pour rendre son système de santé le plus résilient possible. Que la Mauritanie devra accélérer la mise en œuvre du programme élargi du président de la République, qui est en fait un plan de relance socio-économique réorientant plus l'économie vers les secteurs productifs, agriculture, élevage, pêche, et vers les énergies renouvelables dans le cadre d'une politique de préservation de l'environnement et faisant des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'eau des secteurs ultra prioritaires. Que le département de la santé que je dirige devra résolument s'orienter vers une couverture sanitaire universelle effective en impliquant les différents départements et acteurs, publics ou privés, nationaux ou internationaux, dans une approche sectorielle, holistique, faisant du Mauritanien l'acteur, mais aussi l'objectif de son action. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Merci pour ces éclaircissements. Merci pour cette brillante allocution. Nous avons le privilège d'avoir avec nous Madame la vice-présidente de la commission de la CEMAC, que nous remercions également pour son indéfectible soutien. Après l'allocution de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous allons donner la parole au professeur Arakat, qui est le modérateur principal de cet événement. Professeur, vous avez la parole. Merci, chers collègues, docteur Lagrange, fidèle. Au nom de la structure doctorale de gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient, je voudrais rendre hommage aux collègues qui ont au comité d'organisation qui a veillé d'organiser cette manifestation panafricaine, notamment notre collègue Dr Paul de l'Institut Mandela, mon collègue Dr Najib Kettani, président de l'EMA, mes collègues présidents de laboratoire, et nous sommes honorés par la présence de notre Monsieur le ministre qui a honoré l'ouverture officielle de cette rencontre panafricaine. Et comme disait maintenant, comme l'a dit Monsieur le ministre, lorsque la santé marche, tout marche. Parce que la santé, ça devient bien planétaire, commun, planétaire.
et il a eu des effets au niveau macroéconomique, microéconomique et à titre individuel, à titre des personnes, à tous les niveaux, au niveau industriel, au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux, les effets ont été néfastes sur le plan macroéconomique, comme je l'ai dit, et microéconomique. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, chère madame, cher monsieur, en attendant l'arrivée de notre collègue Dr Fodi Abbas, je vais passer la parole, si vous me permettez, directement au Dr Najib Kettani, qui est docteur d'État en pharmacie et expert en développement et président de l'EMA, qui vient d'organiser une grande manifestation à Rabat dans le cadre de la signature de quelques contrats de coopération entre le Maroc et le Nigeria. Docteur Najib, vous êtes parmi nous? Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour, vous avez professeur. La parole. Vous avez la parole. Bien. Juste une petite précision au professeur, ce n'était pas des contrats, c'est une convention de partenariat dans le cadre de la création du Nigeria Morocco Business Council. Donc c'est un conseil d'affaires maroco-nigérian, hein. D'accord, qui a été créé hier et qui aura des répercussions très importantes pour l'ensemble de l'Afrique. Ceci dit, puisque il y a la problématique du temps, je m'empresse. Je voudrais dire d'abord bonjour à tout le monde. Très heureux d'être avec vous comme d'habitude. Je souhaiterais rendre hommage à Monsieur le Président de l'Institut Mandela, qui fait un travail fabuleux. Cette partie-là, professeur, elle n'est pas comptée dans l'intervention. Bien, je souhaiterais remercier également et féliciter Monsieur le Président de l'école doctorale, c'est notre ami le professeur Harakat. Je souhaiterais remercier tous les intervenants, le président du laboratoire de recherche d'action diplomatique, et nous sommes heureux d'avoir eu l'introduction. Je n'ai oublié personne, non, ça va. Je souhaiterais remercier Monsieur le ministre qui nous a honoré par sa présence et par sa présentation très intéressante. Mesdames et messieurs, chers panélistes, chers amis, très heureux d'être avec vous, comme je l'ai dit aujourd'hui. Ce webinaire de ce jour est d'une importance capitale. Il est d'une importance capitale, non pas rien que pour les médicaments, mais je dirais c'est d'une importance capitale pour la survie de nos populations et pour le développement de notre continent. Il aborde un sujet d'une grande actualité en cette période de pandémie mondiale. Repenser le système africain de santé et d'approvisionnement du médicament est un sujet d'actualité. Cependant, ce sujet-là, proposé tellement vaste, qui devrait, à mon sens, être complété par d'autres intervenants en dehors des spécialistes qui sont présents, parce qu'il y a de l'institutionnel il y a de l'organisationnel, mais l'institutionnel, nous avons eu le plaisir d'avoir Monsieur le ministre de la santé de la Mauritanie. Il peut être le porte-parole de cet webinaire pour réfléchir avec ses collègues ministres africains et voir comment on peut avancer. C'est une rencontre qui est très élargie aux différents intervenants et de compétences pour cerner ce problème. Donc le présent exposé n'a pas la prétention d'être complet, mais éclairera à travers des données sur le secteur pharmaceutique, tant au niveau mondial que continental ou bien au niveau africain, au niveau des pays africains leaders dans le secteur pharmaceutique, et il soulèvera un certain nombre de pistes et de réflexions pour voir comment appréhender la problématique du médicament en Afrique et comment repenser le système africain de dispensation et d'approvisionnement des médicaments. Mon intervention va démarrer avec une brève communication qui est sortie dans la presse et que je m'empresse à vous lire. Mon ordinateur me fait des petits soucis, mais rien de grave. Donc, je disais que mon intervention démarre par une dépêche de Reuters qui est publiée le 24 mars, c'est-à-dire il y a 6 jours, 24 mars courant, et qui est venu confirmer des retards de livraison du vaccin AstraZeneca. Ce retard a été confirmé par la BBC qui annonce une suspension temporaire des exportations du vaccin AstraZeneca et que la suspension des livraisons et la suspension en même temps des livraisons à l'étranger, notamment au Maroc, au Brésil, à l'Arabie Saoudite, au Royaume-Uni et également au programme COVAX. Et ceci sur instruction des autorités indiennes par la plus grande sur instruction des autorités indiennes.
Et ces instructions étaient données au plus grand fabricant de vaccins de Serum Institute of India. Cette suspension est provoquée, d'après le communiqué de presse, par l'aggravation de la pandémie en Inde qui pousse les autorités à accorder la priorité à la campagne nationale indienne de vaccination. Écoutez bien le communiqué, s'il vous plaît. Accorder la priorité à la campagne. Nous respectons, mais nous prenons note de cette priorité. Pour parler de la COVID, depuis le début de la pandémie, au moins 71 pays ont imposé des limitations ou des interdictions totales des exportations de certaines fournitures essentielles à la lutte contre la COVID, en mettant en péril l'accès à ces fournitures. Comme vous pouvez vous rendre compte, chers amis, la pandémie Covid a mis en lumière les défis et la vulnérabilité liés à la production de médicaments et fournitures médicales dans un système caractérisé par des chaînes d'approvisionnement et de valeur mondiale et qui a été révélatrice de la fragilité des pays dans un domaine vital, celui de la santé des populations, alors que la position de l'Afrique dans la carte mondiale et dans l'industrie, dans le secteur de l'industrie n'a pas encore évolué, n'a pas beaucoup évolué dans le temps. Le continent africain dépend de façon dangereuse, et je le dis bien, il dépend de façon dangereuse des importations des produits pharmaceutiques, où l'accessibilité aux médicaments se pose avec acuité pour une large partie de la population africaine, alors que les risques liés à la dépendance face à la couverture des besoins sanitaires par la grande majorité des pays, indépendamment de leur taille ou de leur puissance, est encore plus accentué pour l'Afrique qui doit faire face à un enjeu majeur d'accès aux traitements médicamenteux. Repenser le système de santé et d'approvisionnement des médicaments en Afrique revient d'abord à faire une analyse de l'état actuel du secteur pharmaceutique dans le monde et la place de l'Afrique dans ce secteur où la Chine, l'Inde jouent des rôles importants dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, tant en ingrédients nécessaires à la fabrication de médicaments comme produits finis. Donc, pour bien comprendre la problématique du médicament, nous allons faire très, très brièvement une radioscopie de la cartographie pharmaceutique mondiale. Le marché pharmaceutique mondial s'élève à 1106 milliards de dollars en 2019. Il devrait atteindre les 1400 milliards de dollars en 2021. La production pharmaceutique mondiale est très concentrée sur les pays développés. Le marché américain seul représente 47,5% du marché mondial. Le marché européen, représenté par l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, réalise 15%. Les pays émergents, Chine, Brésil, 10%. Le Japon, 6%. Et notre cher continent, le continent africain, ne compte que pour 0,7% de part de marché mondial. C'est dire que le peu d'intérêt que nous représentons pour les compagnies internationales, mais n'empêche, ce 0,7% au niveau mondial représente tout de même un chiffre très important en termes de chiffres et en termes de montant de l'enveloppe budgétaire accordée par l'ensemble des pays africains aux médicaments. Donc, dans ce marché mondial de l'industrie pharmaceutique qui est en forte progression, le continent africain paraît très en retrait de la dynamique de la production, malgré des besoins importants et un fort potentiel de croissance. Même si les capacités nationales de production locale ont augmenté, elles restent cependant faibles par le nombre de pays du continent disposant d'une industrie pharmaceutique à quelques exceptions près. On verra les exceptions, ça va venir. Donc, la majorité des producteurs est constituée, en Afrique, chez nous, est constituée de petites unités nationales qui contribuent par une réelle production pharmaceutique. Certains se spécialisent dans les conditions et l'emballage des produits destinés aux marchés locaux. Les industries pharmaceutiques africaines produisent à la fois aussi bien des molécules sous licence que des génériques, principalement pour leur marché et pour les pays limitrophes. Faute de ressources suffisantes, forte d'une vision prospective et d'un accompagnement des États, des pouvoirs publics, les producteurs africains ne parviennent pas à développer des capacités de recherche et de développement, ne serait-ce qu'en direction des pathologies négligées ou les plus importantes qui causent le plus de mal en termes de mortalité dans notre région. Ces pathologies se caractérisent par une tendance que je vais vous très rapidement
Si nous voyons les principales pathologies qui causent les plus de mortalité pour 100 000 habitants en Afrique, c'est d'abord les infections respiratoires viennent en premier lieu. Les infections respiratoires qui, en 2000, elles étaient à 150 décès pour 100 000 habitants, alors qu'en 2015, elle était à 108. Donc, il y a eu une diminution de moins de 35%. Il y a des diminutions, il y a des évolutions, mais n'empêche, cette pathologie est la première classée. Le VIH-Sida est en deuxième lieu. Je ne vais pas parler des chiffres parce que sinon, ça va me prendre mes 15-20 minutes qui me sont accordés, donc je sauterai les chiffres, je vous les communiquerai par courrier, comme ça vous pouvez les transmettre à nos chers auditeurs. Les maladies diarrhéiques viennent en troisième lieu, les accidents vasculaires viennent en quatrième lieu, les cardiopathies ischémiques en cinquième, la tuberculose en sixième, le paludisme en septième lieu, les complications dues à la naissance et des prématurés viennent en huitième raison des mortalités pour 100 000 habitants, l'asphyxie et les traumatismes à la naissance en 9e position, et en dernier lieu, c'est pas une maladie, mais c'est les conséquences de maladie, c'est les accidents de la route. Donc, la part de marché en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré les 0,7%, ça représente en 2008 la valeur de l'industrie pharmaceutique africaine pesait tout de même 53 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Et ces 53 milliards, elles sont représentées, elles sont données à différentes industries qui viennent d'ailleurs. Le continent africain compte 375 producteurs de médicaments situés la plupart du temps pour la plupart en Afrique du Nord et qui doivent satisfaire les besoins de 1,2 milliard de personnes que compte notre continent. Ceux des autres régions du continent sont en grande partie concentrés dans seulement 9 des 46 pays restants. À titre de comparaison, la Chine et l'Inde, qui comptent chacune environ 1,4 milliard, donc l'Afrique, c'est avec ses 2 milliards, elle a 357 unités de production. La Chine, elle en a en contrepartie, elle a 5000 unités de production et l'Inde, elle a 10 500 unités de production à fin 2017. Bien sûr, il y a eu des évolutions. La situation de la production africaine diffère d'un pays aux autres, on ne peut pas tous les généraliser, mais 10 pays africains représentent à eux seuls 70% du marché du continent. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux premiers producteurs de médicaments, suivis bien entendu du Maroc qui est le troisième producteur avec 40 unités, dont 10% des unités qui sont des unités marocaines travaillent sur leur quantité, sont exportées à raison de 10% sur l'Afrique et sur d'autres contrées. En dehors de l'Afrique du Sud et du Maroc, les unités de production sont en développement, notamment en Tunisie, au Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Ghana, au Nigeria et au Mozambique. Plus de 70% de la production du continent est assurée par 10 pays qui sont ceux qui génèrent plus du 2/3 du PIB du continent. Bien que l'Afrique ne représente qu'une faible part des ventes pharmaceutiques mondiales, elle affiche un taux de croissance. Le taux de croissance du médicament est de l'ordre de 10% entre 2010 et 2020. Et cette croissance se maintient à un rythme encore plus rapide. Et cette croissance est portée par l'urbanisme, par la montée des classes, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir d'achat des classes, et par les besoins de la couverture des besoins de santé. Alors que le paysage industriel pharmaceutique du quelques unités de grande dimension, l'industrie pharmaceutique est constituée de petites unités nationales et leur production ne représente pas toujours les normes internationales. Le groupe, parmi les grands groupes, nous pouvons parler du groupe sud-africain Aspen, qui est le plus important, et il y a un groupe marocain qui commence à jouer dans la cour des grands et qui a été également qui sont en train de faire une expérience au Rwanda, une unité de production au Rwanda, une unité de production. Au fait, c'est pas un groupe, mais deux groupes marocains. Hein. Il y a un qui est en train de construire une unité de production au Rwanda et l'autre en Côte d'Ivoire. Les grandes sociétés qui sont sur le marché sont représentées au niveau des marchés financiers pour leur financement.
et une partie des producteurs africains ne contribuent pas réellement à une production, mais ils achètent des produits finis, ils le réemballent ou ils l'achètent en vrac, ils le mettent en conditionnement destiné au marché local. Donc, la production locale en Afrique est en grande partie due à des importations, aussi bien des ingrédients, et ces importations d'ingrédients viennent, comme je l'ai dit, de Chine, d'Inde particulièrement, des ingrédients actifs, c'est-à-dire les principes actifs qui rentrent dans la constitution du médicament et qui rendent tributaires par rapport aux grandes firmes étrangères et par rapport à la pandémie que nous avons vue, et que ça a été mentionné par M. le ministre de la Santé de Mauritanie, puisqu'il y a eu un déséquilibre également dans le système de logistique et de transport. Quand bien même certains pays ont arrêté, et ils sont nombreux, beaucoup de pays européens ont arrêté leur livraison à l'Afrique, en dehors de ceux qui ont arrêté, la logistique n'a pas suivi et on était obligé d'arrêter par défaut d'avions de cargo pour transporter les marchandises. Le médicament en Afrique, il y a une partie qui est très importante qu'il faut faire attention, ça a été également mentionné par M. le ministre, c'est que l'industrie pharmaceutique mondiale se caractérise certes par un dynamisme des échanges commerciaux, mais la fédération, aussi bien l'OMS que la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique, évalue à 25 milliards d'euros le chiffre d'affaires généré par le trafic orienté principalement vers l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que nos frères, nos femmes, nos enfants, nos travailleurs, nos intellectuels, s'ils rentrent dans le circuit parallèle du médicament en dehors de l'officier, en dehors des circuits qui sont réglementés, eh ben, ça représente 25 milliards de chiffre d'affaires qui va dans le cadre des trafics qui sont orientés par les médicaments et qui remplissent les poches à raison de 25 milliards d'euros par rapport à ces gens-là. Donc, il faut prendre très, très attention à ce qu'on avale, est-ce qu'on fait avaler à notre population, parce que ces médicaments, on ne sait pas ce qu'ils contiennent, nous ne savons pas quelle est leur qualité, nous ne savons pas s'ils ne contiennent pas des produits dangereux, etc. Et là, je lance un appel à l'ensemble de ceux qui écoutent, et je parle en connaissance de cause en tant que spécialiste du médicament, c'est que c'est très, très dangereux. Au-delà de l'effet qu'ils peuvent avoir sur la santé, eh ben, on prend un médicament en pensant soigner la maladie alors qu'il ne soigne rien. Il va, bien au contraire, activer encore plus d'autres pathologies et d'autres choses. Donc, pour revenir un petit peu au circuit, au tissu du médicament en Afrique, je saute des choses. Il a une faible compétitivité. Cette faible compétitivité, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonne pratique de fabrication, pas dans tous, mais je ne parle pas des grands groupes. Et là, on rentre également dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les médicaments qui sont les faux médicaments, mais il y a également des médicaments qui sont fabriqués sur place et qui ne sont pas de réels médicaments. Donc, en conséquence de ces faits caractéristiques de l'industrie pharmaceutique, le continent fait face finalement à de multiples défis afin d'accéder aux médicaments. L'Afrique a besoin de renforcer sa production et sa distribution de médicaments pour faciliter l'accès à la majorité de la population. À titre d'exemple, les principaux importateurs et exportateurs de médicaments, les principaux importateurs de médicaments en Afrique sont l'Égypte en premier lieu, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc importe aussi, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Kenya, le Soudan et la Tanzanie. Ça, c'est les principaux importateurs. Les principaux exportateurs de médicaments, en premier lieu, nous avons l'Afrique du Sud, suivi de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, etc. Je passe sur la liste. Donc, quelle est la perspective pour nous, Africains, d'avoir des médicaments de qualité? Eh bien, je ferai référence au sommet d'Abuja de 2005, lors de la conférence de l'Union africaine qui avait mandaté la commission de l'Union africaine pour élaborer un plan de fabrication des produits pharmaceutiques pour des produits pharmaceutiques, d'accord, pour l'Afrique, en vue de renforcer la capacité des fabricants locaux de produits pharmaceutiques, telle sorte à produire des médicaments essentiels, de qualité et à un prix raisonnable.
D'accord? Dans ce cadre, il y a la Commission de l'Union africaine et le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, et la Communauté économique des régions devraient agir ensemble comme des plateformes pour assurer la convergence de la réglementation et de la législation du médicament. 3 ans plus tard, en 2008, les pays ont été appelés à coordonner leurs actions pour pouvoir justement agir. Mais bon, je vais passer, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, mais bon, ça traîne dans les méandres administratifs. Et aujourd'hui, à mon sens, les pays africains doivent saisir cette opportunité de la crise pour relancer avec vigueur la feuille de route et l'adapter afin de faire de l'industrie pharmaceutique africaine un vecteur de dépassement de la crise actuelle. Et au-delà du dépassement de la crise, le marché étant important, nous avons parlé de 53 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Afrique, et ben ces 53 milliards seraient bien qu'ils soient portés par des entreprises africaines. Certes, il y a les multinationales, tout ça, mais nous devons travailler un petit peu dans le sens du développement de l'industrie pharmaceutique africaine. Surtout qu'il y a une demande et une forte croissance pour le continent qui représente tout de même, notre continent représente 13% de la population mondiale et l'amélioration de la solvabilité des habitants, l'augmentation du pouvoir d'achat fait que les Africains commencent à consommer un peu plus. Il me reste 3 minutes et je vais faire très très vite. 4 facteurs sont à l'origine de cette croissance. Pourquoi nous avons parlé de la croissance? Il y a l'urbanisation, il y a l'évolution de la consommation, l'évolution de l'épidémiologie, la maturité de l'environnement industriel, etc. Je saute mes 5 pages. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à mon sens, renforcer la capacité de l'offre pharmaceutique, augmenter l'accès des médicaments. L'accès du médicament aujourd'hui est un problème de sécurité continentale. Il faut que nos responsables arrêtent de parler et agissent. C'est bien les commissions, tout ça c'est bien, mais encore, les commissions doivent avoir un temps pour réagir, les commissions doivent avoir un temps pour faire rendre leur travail. On ne peut pas parler de décision en 2005 et nous sommes en 2021 et il n'y a encore rien. Donc ça, je lance un appel justement à nos responsables pour qu'ils prennent conscience que, comme l'a dit si bien notre professeur Harakat, le temps c'est l'argent et l'argent est très important, mais je dirais aussi le temps c'est la santé aujourd'hui. Il me reste 1 minute, je vais conclure. Je suis désolé, le professeur Harakat est un grand ami et je le respecte, et comme il donne que 20 minutes maximum sur le temps. Je vais juste donner les titres. Najib, oui, Sidi. On vous favorise, on vous fait un cadeau de 3 minutes de plus. Vous êtes aimable, professeur. Merci beaucoup à tous. C'est gentil. C'est très aimable à vous parce qu'il y a des choses très, très importantes encore. Donc, très rapidement, l'accès du médicament est un problème de sécurité nationale. Il faut que tout le monde comprenne ça. Les responsables, les politiques, les ministres, tout le monde, les chefs d'État, ils doivent comprendre ça. Nos chefs d'État, nos responsables, nos gouvernements doivent intégrer la production locale dans le paquet global de renforcement du système de santé qui s'impose. D'intenses efforts doivent être déployés très rapidement. Dans les 6 mois, dans l'année à venir, il faudrait qu'on puisse avoir un plan directeur du développement de l'industrie pharmaceutique. Au sein de l'OMA, nous travaillons sur une proposition qu'on fera auprès des responsables de l'Union africaine. Nous travaillons, il y a une commission qui a été mise en place depuis un certain temps et nous espérons pouvoir apporter des idées qui sont très ingénieuses pour pouvoir aider nos responsables, nos décideurs à agir et nous leur apportons des solutions très, très pratiques. Ça, il serait difficile d'en parler parce qu'elles prennent en compte l'ensemble des actions dont j'ai parlé à l'instant. Mais très rapidement, il faut une harmonisation de la réglementation générale. On ne peut pas nous devons être une seule personne, un seul État dans l'ensemble des États pour agir pour augmenter la chaîne d'approvisionnement du médicament et sécuriser cette chaîne. Il faut sécuriser la chaîne logistique également. Il faut agir sur la coopération sud-sud. Il est impensable qu'on puisse aller acheter des médicaments alors qu'il y a des pays qui en produisent. Et il faut développer une industrie pour les autres produits
qui ne peuvent pas le produire, il faut qu'ils deviennent producteurs aussi. Ce rapport que nous ferons, ce mémorandum agira dans ce sens. Et il faut agir sur la promotion de la chaîne de valeur régionale. C'est très, très important. C'est 53 milliards. Et ça serait bien qu'ils soient injectés aussi dans l'économie africaine. Il faut dépasser les tailles critiques parce que pour faire ceci, il faut lutter contre la taille critique qui permet pas de réaliser des chiffres d'affaires importants, et dans ce cas-là, qui permettent d'avoir une large part de marché, et cette large part du marché, il faut repenser au système des médicaments. C'est bien d'avoir des médicaments, mais même au sein de la liste, et Monsieur le ministre de la Santé, même au sein de la liste des médicaments, il faut la travailler, la rendre encore beaucoup plus compacte. Il y a des molécules qui peuvent agir, au lieu d'en avoir 5 ou 6, prenons une gamme, par classe thérapeutique peut-être, dans le cas qui est le nôtre en Afrique, pour pouvoir nous en sortir. Et il faut l'encouragement au commerce, l'encouragement aux entreprises qui sont dans ce secteur d'activité. Il faut dépasser le stade où nous sommes à courir dans les administrations pour avoir des papiers, des autorisations. Ça, il faut repenser notre système de gouvernance, cher au professeur Harakat. La gouvernance dans ce système, elle est importante. Elle est très importante pour une harmonisation et une optimisation des actions. Je ne voudrais pas abuser de la gentillesse de notre modérateur. C'est que je vais conclure, c'est que la réglementation spécifique de ces marchés, les difficultés à obtenir une autorisation sur le marché, la complexité des circuits de distribution, les normes de fabrication, l'adaptation des produits aux besoins du pays d'accueil, les positions acquises par les grandes firmes multinationales ou les génériques asiatiques, l'importance de la contrebande et de la contrefaçon, les risques liés au retour sur investissement sont autant de facteurs qui dissuadent les investisseurs les plus audacieux qui s'aventurent en dehors de leur zone de confort. Et je vous remercie. J'espère que j'ai été à la hauteur en termes de timing. Merci à vous tous. On pourra redévelopper ces aspects, si vous le souhaitez, avec un peu plus de temps. Et je vous remercie pour votre bonne écoute. Et je reste avec vous jusqu'à la fin de cette manifestation. Je me suis libéré pour ça, donc nous pouvons agir et reparler un peu plus. Merci, et je redonne la parole à tout le modérateur. Merci, professeur Harakat, pour vos 3 minutes. Très heureux. Merci à vous. Merci, docteur Najib Kettani, pour cette présentation géopolitique et médicale des problèmes de la santé en période de Covid-19. Et je voudrais souligner que Dr Najib Kettani, il est en même temps auteur de multiples travaux sur les médicaments, sur les problèmes médicaux, et en même temps des travaux de recherche et des bons livres qui s'intéressent à la question des médicaments et de la gouvernance des médicaments. Je suis auteur de l'encyclopédie des médicaments qui s'appelle le Guide médical des médicaments au Maroc. Je suis à la 3e édition. Chaque ouvrage est 2500 pages. Mais il est destiné essentiellement pour les professionnels de la santé. Bravo. Merci beaucoup, merci, professeur, pour ces efforts-là que vous fournissez sur le plan pratique et en même temps sur le plan continental. Merci beaucoup. Merci à vous. Excusez-moi, mesdames et messieurs. La dimension internationale s'impose. Je pense que Dr Fodi Abbas, s'il est là, il est parmi nous. Mais excusez-moi, alors on est content, Monsieur Sis, que vous êtes arrivé. Mais permettez-nous, peut-être on va accueillir la dimension internationale. Il nous intéresse pour situer le débat. Et une grande compétence africaine, Dr Siyav Gnomou, qui est président de Nazonki Global Medical Network et expert de l'Union africaine en télémédecine, expert de l'OMC, de l'EUT et de l'ABAD dans le domaine de l'électronique santé. Je pense qu'il est parmi nous, docteur Gnomou.
Et Merci pour ça, pas de souci, pas de problème. Ça va. vous êtes là, docteur. Je suis, oui. Vous nous honorez par toute cette expertise internationale et on va vous céder la parole pour nous parler de votre expérience et en même temps de votre vision de COVID-19 et ses impacts sur le système de la santé. Vous avez la parole, docteur. C'est moi qui ai la parole ou c'est le docteur Gnoumou? C'est docteur Gnoumou. Est-ce qu'il est là? C'est docteur Gnoumou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est là? Oui, je suis là. Docteur Gnoumou, il a la parole. Je vous entends. Alors, vous avez écouté votre présentation? Oui, j'ai tout écouté. J'ai suivi depuis le début, j'ai suivi. Ah, très bien, docteur, parce que vraiment, la dimension internationale, il est intéressante pour nos participantes et même nos participants, et surtout nos étudiants et nos jeunes africaines et nos jeunes africaines et africains. Que cher ami docteur Lagrange qui a dit que l'Institut Mandela essaie de réunir les filles et les garçons de l'Afrique. Voilà. Donc vous avez la parole. Ok. Alors merci beaucoup déjà de m'avoir invité à cette rencontre internationale et en particulier africaine. C'est qui dès l'instant, chaque fois qu'on parle de l'Afrique, il faut que les enfants de l'Afrique, qu'on soit là et qu'on puisse partager tous ce que nous avons à partager. Alors, je voulais remercier déjà les organisateurs pour cette initiative et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin. Là, je rencontre des collègues, je vois des gens qui, de leur côté, font exactement ce que j'aimerais qu'on fasse et que je suis de mon côté en train de faire quelque chose. C'est toujours bien de se regrouper et de parler ensemble de nos problèmes. Comme nous, on le dit tout le temps, on est beaucoup plus intelligent dans plusieurs têtes. Donc aujourd'hui, le thème aussi est extrêmement important et il vient vraiment à point nommé, comme on dit, parler de nos systèmes de santé et en particulier du médicament, ce qui est une grosse problématique au niveau africain. Alors, on a nos systèmes de santé, quand on les regarde sur le plan architectural, ils sont très bien faits, avec cette forme pyramidale qui va depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique, avec les hôpitaux nationaux, régionaux, des centres de santé, dans leur structure, dans l'architecture. Habituellement, quand on regarde un système de santé, quand on vous en parle, quand un ministère de la Santé vous en parle, c'est toujours extraordinaire, toujours vraiment très bien fait, c'est toujours très efficace. Mais quand on va dans les réalités, il y a des problèmes. Alors, c'est où architecture bien faite, fonctionnement bien pensé. Pour prendre l'exemple du médicament, quand un ministère de la Santé ou un service central d'approvisionnement ou la direction générale des produits pharmaceutiques présente son organigramme, présente son mode de fonctionnement, la plupart du temps, on n'a rien à dire. C'est très bien fait. Ici, comme vous verrez, il vous dira, nous, pour agréger une pharmacie, il y a une documentation qui est exigée, une documentation qui est très importante et bien structurée et très pertinente. La demande est faite, on a une inspection initiale qui va aller voir ce qui se passe, les locaux et tout. Il y a un rapport d'inspection, ensuite une contre-inspection finale avant de donner éventuellement une autorisation d'ouverture, une autorisation d'exercice avec un plan de contrôle et de vérification continue. Donc, en réalité, quand on regarde nos structures, les structures de santé, que ce soit en Afrique en particulier, une bonne architecture, très efficace, une organisation qui, sur le papier, est extraordinaire et très pertinente. Et, en même temps, quand on regarde, même au niveau politique, on a l'impression que les politiciens sont vraiment très impliqués dans cette stratégie. Mais, comme vient de le dire le professeur qui vient de passer, il faut dépasser ça. Si on repart en arrière, la santé pour tous en l'an 2000, c'était à la 34e Assemblée mondiale de la santé. 40 ans on est. On est à 40 ans après. On voulait la santé pour l'an 2000. L'an 2000 est passé. On est à 20 ans après cette échéance. Et 40 ans après cette déclaration. On a fait la déclaration, donc tout le monde était d'accord. Tous les pays ont partagé cette vision et ils avaient les moyens de le faire. Pourquoi on en est là encore?
Ils ont commencé par faire des approches du gestionnaire, Alma Ata, en 1978. Ensuite, ils ont passé à la vision de l'épidémiologiste à côté. Lui, en 1980, pour dire il faut avoir des actions sélectives. Et après les soins de santé primaire, des actions sélectives et qui ciblent des maladies particulières. Il y a eu la vision de l'économiste avec l'initiative de Bamako en 1987. Et la vision administrative après avec la décentralisation, la création de districts. Mais toutes ces stratégies, toutes ces visions, pourquoi ça échoue? On est encore au point de départ. La santé pour tous, c'est un rêve. Et toutes les autorités du plus haut niveau au plus bas, ils sont tous favorables. Alors pourquoi on traîne? Chaque pays sort des directives nationales qui sont efficaces quand on les écoute. Tous ces slogans, ces directives, 40 ans après, la qualité des soins laisse à désirer. On est encore dans une anarchie thérapeutique dans la plupart de nos pays africains. On a le problème du médicament, ça sévit. Comme l'a dit le collègue quand il citait les premières causes de mortalité en Afrique. Je sais que l'erreur médicale et le médicament lui-même, si on avait une possibilité de les tracer, ils viendraient en très bonne position comme étant une des premières causes de mortalité. Mais on n'a aucun moyen de le suivre, de le donner. Même dans des pays comme l'Europe ou même les États-Unis, l'erreur médicale a fait ravages. Et chez nous, qu'est-ce que ça représente? Donc, on a un problème du médicament qui est un problème extrêmement grave. Comme il a dit tout à l'heure, c'est non seulement la sécurité du pays qui est en jeu, c'est sa souveraineté qui est en jeu. La souveraineté de tous ces pays et donc du continent qui est en jeu. Et c'est ce que le Covid vient de nous montrer, vient de nous le démontrer. Et on a la chance qu'on s'en sort un peu plus que d'autres continents. Mais est-ce que c'est une chance aussi? C'est aussi peut-être parce que l'Afrique a des choses à partager au reste du monde. Mais comme le reste du monde ne nous écoute pas, parce qu'on n'a pas notre voix ne va nulle part. Donc il faut que nous-mêmes, on s'organise de sorte à pouvoir compter dans ce domaine quand on parle d'industrie pharmaceutique ou de médicaments. L'accès aux soins, il reste un problème économique et géographique, toujours posé. Les populations continuent de mourir des maladies chroniques comme des maladies nouvelles et des maladies qu'on connaît très bien, comme le paludisme. On connaît très bien cette maladie, on sait très bien la soigner, mais on continue de mourir par millions de cette même maladie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos structures de santé sont incapables de prévoir, incapables de prédire et même incapables de traiter sans nuire après toutes ces années? Donc, on a effectivement un gros problème qui se pose. Et pour revenir sur le problème du médicament, parce que quand on regarde dans les faits, l'industrie pharmaceutique dessus, le professeur Najib en a suffisamment parlé. On peut dire en Afrique, c'est très faible. Il n'y en a pas vraiment. Même des pays producteurs de coton achètent du coton pour faire des pansements. Ils importent du coton pour faire des pansements. Donc, c'est terrible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si on ne peut pas avoir de l'industrie pharmaceutique, ayons au moins un laboratoire de contrôle du médicament. Même ça n'existe pas. Il y a des laboratoires nationaux de santé publique, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien pour contrôler les médicaments. Donc, on n'a même pas ça. OK, on ne peut pas avoir d'industrie pharmaceutique. On n'a pas de laboratoire de contrôle des injections et tout ça. Au moins, est-ce que les inspections des services fonctionnent? Ah oui, pour les impôts, oui, ça fonctionne. Sur toutes les pharmacies, il n'y en a pas une seule qui échappe au contrôle des impôts, mais par contre, contrôle de qualité, de fournitures, de médicaments et autres, ils attendent toujours. Chacun se débrouille. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'être viable, d'être fiable et d'avoir de la confiance quand on veut parler au niveau international? Bon, OK, l'inspection, ça ne marche pas très bien, mais les circuits d'approvisionnement, on a besoin de quoi pour les organiser, les sécuriser? On a besoin de quoi? On a besoin de rien. Mais pourquoi même ça ne marche pas dans les structures d'approvisionnement? N'importe qui peut, à partir du marché, commander de la morphine et recevoir ça aujourd'hui. Rien que sur Internet. Il prend de la morphine, il est au marché. Le ministère de la Santé n'est pas au courant. Il ne sait pas où ça se vient, ou d'où ça vient et comment ça passe. Dans beaucoup de nos pays, ça, c'est des choses qui se passent tous les jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est parce qu'on manque de ressources humaines? C'est pas vrai.
le professeur Najib vient de parler. Il y a plein de spécialistes en Afrique dans tous les domaines. Donc, on ne manque pas de ressources humaines. Est-ce qu'on manque de matériel? Non. Dans d'autres domaines, on a du matériel pire que ça. Et il y a un minimum qu'on peut faire, ne serait-ce que l'organisation de fonctionnement de tout ça qu'on peut faire, mais qui n'est même pas fait. C'est pas fait. Donc, quel est le problème? Est-ce que c'est le système dans son fonctionnement? On a vu qu'il est bien fait, théoriquement, mais dans son fonctionnement, qu'est-ce qui bloque? Donc, en réalité, le ministre de la Santé de Mauritanie, quand il parlait, il a dit quelque chose, c'est la vision et un engagement de très haut niveau. Il faut une vision, un engagement de très haut niveau. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le professeur Najib, on va bousculer des intérêts. Et si dès l'instant où on commence à bousculer des intérêts, il faut qu'il y ait un engagement, une vision stratégique au plus haut niveau et qui mette en place ce qu'il faut. Parce que il y va de la souveraineté nationale de chaque pays. Donc ça, c'est vraiment les objectifs qu'il faut. Et tous ensemble, tous comme nous sommes aujourd'hui, nous pouvons commencer, ne serait-ce qu'à notre pays, chacun à son petit niveau, à faire des choses pour que ça puisse arriver. Et c'est parce que les solutions existent. Elles sont simples. Il faut développer l'industrie pharmaceutique, mais en plus, c'est un business. L'industrie pharmaceutique, c'est très rentable. Et certains grands pays n'ont même pas besoin de personnes. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria, la RDC, sa population, rien qu'avec sa population, ça lui suffit pour avoir une industrie pharmaceutique, ne serait-ce que pour sa population, et qui va être rentable. Et pourtant, il n'y en a pas. Donc, on commande. Et qui commande, qui approvisionne, c'est encore d'autres personnes pour amener ça jusque-là. Et qui contrôle? Personne. Donc, ça rentre comme ça sort. Ensuite, pourquoi nos pays ne peuvent pas avoir des groupements d'achat? Quand je prends les pays du GCC, qui sont des pays très riches, Arabie Saoudite, Oman, Émirats Arabes Unis, et autres, tout ça là, ces pays du GCC, ils sont regroupés et ils achètent ensemble quand ils doivent commander des produits. Ils le font ensemble. Ils ont les produits 40% moins chers que ce que nous on a en Afrique, au minimum. Mais comment se fait-il que nous, le pharmacien, on ne peut pas se regrouper au niveau pays et pouvoir contrôler tous ces entrées et faire nos achats comme ça? Comment c'est pas possible? Quand vous prenez même des pays comme la France, rien que les pharmacies privées, ils sont regroupés en groupement de pharmacies. Et il y a un responsable du groupement de pharmacie. C'est lui qui négocie les prix avec le fabricant. Mais nous, c'est la pharmacie qui est à Tambacounda, là-bas, qui va chercher son produit. Ben, il l'achètera au prix fort. Et quand le vendeur n'a pas encaissé, il n'enverra rien du tout. Donc, il y a des solutions quand même qui existent, qui sont toutes simples. Rien qu'en achetant un groupe, on peut se rendre compte tout de suite qu'en installant nous-mêmes notre industrie, non seulement ça sera rentable, mais ça sera plus efficace. Et on a au moins une petite autonomie. Ensuite, quand même, qu'on puisse avoir en Afrique quelque part, je ne dis pas que chaque pays fasse son laboratoire, mais au moins, dans une région donnée, un laboratoire qui permette de contrôler les médicaments qui arrivent et de les suivre pour pouvoir... Il y a des pays où vous produisez même des mangues où ça ne rentre pas. Parce qu'il faut que ça analyse. C'est analysé. Tout ce qui passe par la bouche ne doit pas rentrer sans être analysé. Nous, on prend des médicaments et on avale. Et on continue notre chemin. Donc, il y a des solutions qui existent. Il y en a qui sont simples, qui sont facilement faisables, mais on y continue. Bon. Et chacun de nous, à son niveau, peut agir. Nous, je suis en tant qu'expert et autres, je conseille souvent des gens pour la mise en place de solutions aussi bien nationales que locales, que à des développeurs dans tout ce qui est technologie, dans la technologie, comment il faut faire. Et par exemple, ne serait-ce que pour une solution de gestion de pharmacie, j'insiste et j'exige que le médicament, quel qu'il soit correctement structuré avant d'être vendu. Ça, c'est juste un générique. Pour un générique, il faudrait qu'on ait sa carte d'identité. Exact, sa carte d'identité. Ce qui permettra, lorsqu'il va arriver, de retracer complètement d'où il vient et de savoir sur qui taper si on se rend compte qu'il n'était pas bon. Donc ça, ce sont des petits outils que des petits privés ou des privés à mon niveau peuvent faire. Et qu'est-ce qu'un État ne peut pas faire? Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, dans aucun de la majorité de nos pays, surtout ceux de l'Afrique subsaharienne, il n'y a aucune base structurée, dynamique des médicaments dans le pays. Il n'y en a pas. Ils ont parfois une feuille Excel avec les médicaments qu'ils ont validés. Ce n'est pas une base dynamique. Et ce n'est pas une base qui peut être instantanément accessible à tous les prescripteurs et aux distributeurs. Pourquoi ça?
ce minimum-là n'existe pas. Donc, il y a énormément à faire. Aujourd'hui, c'est déjà un départ. Et avec tous ceux que nous sommes, nous qui sommes tous là aujourd'hui, on peut arriver à faire des choses très bien. Mais il faut commencer. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, docteur. Je vous en prie. Pour cette présentation illustrée, claire. On vous remercie beaucoup. Peut-être lors de la discussion, on va vous poser des questions, surtout sur